Alors, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce séminaire autour de la stratégie de la redirection écologique. J'ai plaisir à vous écouter et à débattre avec vous. Je vais vous présenter ma contribution au séminaire qui donc a trait à la question du récit et des récits qui mettent en jeu des techniques dans justement cette stratégie de redirection écologique. C'est que peut le récit, sachant qu'il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui au récit, à l'imaginaire, aux nouvelles narrations, etc. Et que c'est parfois un peu, voilà, un peu confus. Et donc, j'aimerais juste avec quelques outils analytiques issus de la pragmatique de l'énonciation et puis ensuite des observations de terrain issues de la démarche pragmatiste en sociologie, essayer voilà, de contribuer à peut-être éclairer certains aspects, certains discours qui peuvent être un peu confusionnants et qui peut être utile donc ce qui peut être utile dans la stratégie de redirection écologique. Alors, je me présente brièvement. Je suis donc Laurence Allard, je suis maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'Université de Lille et à l'IRCAV Paris 3. Je développe une démarche de socio-pragmatique, justement des usages du numérique, à la fois citoyens, bon, juvéniles aussi, créatifs, artistiques, mais là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les usages citoyens et spécialisé autour justement du smartphone qui finalement pour le plus grand nombre et partout dans le monde un peu la matérialisation du numérique. Pour différents travaux, je vous laisse voilà, regarder un peu partout où j'ai pu mettre des publications ouvertes. Et ici, je vais juste citer trois travaux. L'anthologie de Donna Haraway, des textes de Donna Haraway, science-fiction, féminisme, avec co-traduit et édité avec Delphine Gardet et Nathalie Magnan en 2007 aux éditions Exil. Et dernièrement, donc, la coordination d'un numéro de la revue Multitude, Est-il trop tard pour l'effondrement, avec donc Alexandre Monin et Cyprien Tassé, et également donc plus récemment la coordination d'une science numéro 11 de sciences du design autour d'Anthropocène et effondrement avec Alexandre Monin. Donc, j'en profite pour remercier chaleureusement Alexandre Monin, Diego Landivar, Emmanuel Bonnet qui nous invitent à ce séminaire et voilà, et proposent un programme de recherche extrêmement stimulant et qui me semble être le projet de recherche voilà, qui pourrait assembler beaucoup d'énergie et de réflexion et ouvrir à énormément de débats et contributions. Et donc, je suis également engagée associativement avec la cofondation d'une association de sciences citoyennes qui s'appelle Labo Citoyen, qui développe des capteurs environnementaux do it yourself, liés au mouvement Maker, et dont je parlerai aussi. Et je suis en résidence à ce titre au Carrefour numérique, qui est le Fab Lab, la Cité des Sciences. Donc, on a monté une captothèque. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'on appelle une captothèque. Et j'ai été également, donc, à titre experte sur ces questions de mesures citoyennes environnementales, co-rédactrice du rapport de l'ADEME sur les questions de mesures individuelles de pollution, et également experte à l'ANSES autour du groupe de travail microcapteurs. Alors, cette contribution, elle souhaite donc développer deux hypothèses et donc elle invite à penser la place du récit avec et sur le numérique, la place du récit donc comme outil et comme méthode dans la stratégie de la redirection écologique. Donc, l'hypothèse, c'est d'abord de faire atterrir deux grands récits de la fin d'un monde, la modernité, l'humanisme, la société thermo-industrielle, et leurs grands auteurs mâles et blancs, au profit donc d'une prolifération de narrations situées, d'agencements collectifs de narration,
Et donc ici, on va s'attacher à deux grands récits contemporains qui sont mi-factuels, mi-fictionnels, dans lesquels les enjeux techniques sont cruciaux. Et puis, en dernière partie, il s'agira de proposer, d'œuvrer à défendre pourquoi, le comment des narrations situées de la direction écologique à travers donc justement les expérimentations, la recherche-création menée autour de ce que j'appelle donc la captologie citoyenne. Voilà. Alors d'abord, donc d'un point de vue pragmatique, donc ce qu'on appelle la pragmatique comme linguistique de l'énonciation, on va considérer que le récit, c'est un discours, au sens de Benveniste, c'est-à-dire un discours, il est caractérisé par des marques d'énonciation, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui est à l'origine du discours. Ensuite, on va s'attacher aux travaux de Gérard Genette, qui a donné des outils en fait analytiques pour essayer un petit peu de faire la part des choses dans justement ce qu'on appelle un récit. Et dans donc le discours du récit, il a articulé 3 éléments qui sont constitutifs du récit comme discours. Il y a d'abord l'histoire. Alors là, c'est qu'est-ce que ça raconte, c'est l'univers, c'est la teneur événementielle, ce sont les séquences d'action, voilà, avec toujours un enjeu temporel, on le verra ensuite. Hein. Il y a en second la narration, c'est-à-dire qui raconte, et ça c'est dans les récits, il y a toutes sortes de positions de narration, et c'est ça qui fait le sel même d'un récit. Et finalement, cette histoire narrée, qui nous est racontée, forme un récit, qui est un discours. Voilà. On va aussi s'intéresser à une distinction très, très, très féconde pour nous, proposée par Gérard Genette, qui est la distinction entre discours de fiction et discours factuel. C'est-à-dire un récit, c'est un discours, hein, et ce récit, il peut finalement être basé, l'histoire peut être finalement nourrie de faits. Il peut être un récit à propos d'une réalité qui lui était extérieure. Et c'est ce que donc Genette appelle le récit factuel. Et puis, il peut être aussi à propos d'une histoire, d'un univers qui est purement imaginaire, fictionnel. Et donc, ça, c'est le récit de fiction. Mais tous les deux, ce sont des récits, récits factuels, pardon, et récits fictionnels. Récits de fiction sont des récits. Ils procèdent de la même type d'articulation, proposant donc une histoire, une narration, et donc forment un discours qui est le discours du récit. Voilà. Et donc, on reprendra cette distinction. Et ce qui est intéressant, bien sûr, ce sont les jeux entre fiction et factualité qui sont au cœur aussi de nombreux récits et dont ceux qui nous concernent. Ensuite, je vais, dans un troisième élément de la boîte à outils, c'est revenir à Ricoeur, hein, bon, même si il est apprécié par un certain président, mais il faut quand même voilà, s'intéresser au travail de Ricoeur, notamment parce qu'il a mis en avant ce qu'on appelle la réception. Alors d'abord, il y a chez Ricoeur l'hypothèse que le temps devient proprement humain quand il est articulé dans un discours et dans un récit à travers l'opération qu'il appelle la mise en intrigue, et que ce temps humain, eh bien, il est décomposable en 3 temps. Il y a le temps du récit lui-même, hein, tous ces jeux avec le temps dans un récit. Il y a le temps lui-même, hein, qui est un peu l'inspiration ou la ressource narrative pour mettre en scène, en récit, en narration le temps, dans une fiction, par exemple. Mais il y a aussi un troisième temps qui est ce temps de la réception, c'est-à-dire le moment où le lecteur, le spectateur fait sien justement ces propositions de monde qui ont été mises en récit, se les approprie et aussi d'un point de vue performatif finalement agit. Et là, c'est là que réside le pouvoir du récit qui a été mis en particulier en évidence par Ricoeur, c'est-à-dire qu'un récit, à partir du moment où il est reçu, approprié, eh bien, il peut nous faire agir car il a ouvert l'imagination et donc pas d'action sans imagination, mais une imagination justement qui est le produit d'un discours
mise en forme dans un récit. Et donc, pour ce qui nous intéresse, évidemment, notre corpus des récits dont on va parler euh, est aussi un récit de passage à l'action après avoir reçu un grand récit. Alors nous, on va s'intéresser à deux grands récits qui ont comme particularité justement d'avoir un événement terminal à mettre en scène. Et donc, ce sont bien deux grands récits qui jouent bien avec le temps. Ce sont les grands récits du transhumanisme et de la collapsologie. Et alors, ils ont tous les deux une clôture temporelle, ils sont bornés, il y a un événement terminal, c'est 2045 pour le transhumanisme avec ce qu'on appelle le Nexus, et 2030 pour la collapsologie avec ce qu'on appelle donc l'effondrement. Et puis, bah, il y a des actants, il y a donc dans l'univers de ces récits, il y a des cyborgs, il y a des aliens, il y a des humains, des non-humains, des pains rouges, des champignons. Hein. Il y a aussi des actants techniques qui sont par exemple la 5G, l'intelligence artificielle, le LO, le no-tech. Et puis il y a des espaces, la Smart City, la ZAD, le Fab Lab, le tiers-lieu. Donc voilà, on a affaire hein, à des récits avec des séquences d'action temporellement bornées, avec tout un ensemble hein, d'actants, de la dramaturgie, d'espace, de techniques, de décors, etc. Alors, on va d'abord s'intéresser au récit du transhumanisme, qu'on appelle aussi le récit du technoprogressisme. Alors, il est bien sûr extrêmement commenté, donc on va aller très vite. Bon, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir ici traiter de la question de la 5G, qui est finalement la dernière technologie de ce mouvement qu'on appelle le mouvement de tout connecté et qui idéalement donc s'implémente dans ce qu'on appelle la Smart City, donc une ville intelligente bourrée de capteurs émettant des données sur la circulation, sur l'énergie, sur la pollution et par exemple aussi sur les virus aujourd'hui. Et pour finalement permettre ce transport de données émises par tout un ensemble de choses qui se mettent à communiquer, qui ne sont plus seulement les humains, eh bien, il fallait donc une infrastructure de communication et la 5G voudrait y pourvoir. Donc la 5G, elle nous intéresse parce que il y a donc ce tout connecté, donc l'idée voilà de connecter le monde. Elle nous intéresse parce qu'il y a aussi de l'intelligence artificielle sous la version la plus, voilà, la plus actuelle qui est le learning, l'apprentissage supervisé et l'auto-apprentissage. Alors, qu'est-ce que promet la 5G quand on regarde un petit peu cette promesse voilà, telle qu'elle est énoncée par Orange ici? Eh bien, c'est le bout en bout, c'est-à-dire il s'agit ici de bien comprendre que dans la 5G, il n'y a pas que du haut débit, c'est-à-dire c'est pas fait que pour le grand public qui souhaite visionner de plus en plus vite, de plus en plus de séries, de plus en plus de saisons. Donc non, il y a aussi justement tout ce bas débit qui fait partie justement de l'infrastructure 5G qui permet justement de transporter tout un ensemble de données émises par des objets de plus en plus connectés. Et parmi ces objets, eh bien, évidemment, la voiture connectée, la voiture autonome est aussi convoquée puisque c'est pour elle qu'on promet le sans latence, c'est-à-dire le fait qu'il y a une continuité dans le transport, la transmission des données. Évidemment, on imagine que quand il y a un lag dans la transmission d'une donnée, quand on est dans une voiture autonome, ben, ça peut être juste l'accident et mortel qui peut en être évidemment la conséquence. Ensuite, il y a des dimensions un peu techniques qui sont moins mises en avant, mais qui sont l'automatisation de certaines fonctionnalités, notamment d'auto-réparation du réseau. Et donc là, c'est là où l'IA va jouer son rôle. Et puis également la virtualisation de fonctions de réseau. Donc là, c'est vraiment le nouveau modèle d'affaires qui est vraiment bien mis en avant pour le coup dans le discours d'escorte de la 5G, qu'on appelle le slicing, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on virtualise des fonctions réseau indépendamment, enfin en plus des antennes physiques, etc., et qu'on automatise par l'intelligence artificielle certaines
fonctionnalités, il est possible de vendre finalement plus de réseaux, plus de fonctionnalités et sous un modèle de ressources à la demande en fait. Donc c'est ce qu'on appelle le slicing. Voilà, donc ça c'est un petit peu voilà ce qu'il faut savoir de la 5G, qui est donc voilà la dernière promesse de ce grand récit techno-progressiste et qui participe hein, donc de finalement ce monde où eh bien on connecte toutes les choses et dont les interfaces vont être soit les mobiles, soit des bracelets connectés et donc notamment implémentés dans une ville rendue intelligente par finalement cette émission d'informations à tout moment et au sujet des différentes activités qui font la ville. Alors, ça nous intéresse pour le grand, comme partie prenante du grand récit transhumaniste, parce que ce déploiement du tout connecté, donc on le voit notamment avec l'innovation 5G, hein, eh bien, va incorporer donc des éléments d'intelligence artificielle et c'est là où on va retrouver eh bien, certains auteurs technoprogressistes, zélotes du transhumaniste, qui vont justement mettre en avant l'intelligence artificielle partout, hein, disséminée dans toutes sortes d'offres technologiques, et avec cette idée que l'intelligence artificielle a bien sûr comme projet d'artificialiser l'intelligence humaine. On en est pour l'instant à copier des mécanismes d'apprentissage en les supervisant, en les rendant de plus en plus autonomes. Mais bon, il y a cette visée qu'en 2045, il y aura finalement une machine devenue plus performante que l'humain et donc une fusion homme-machine, voire une domination de l'homme par la machine et donc finalement le passage à une humanité augmentée, transformée, post-humanisée. Comme donc le promet par exemple Kurzweil donc dans La singularité proche en 2005, sachant que voilà Kurzweil travaille chez Google, hein, qui investit dans toutes ces NPC, biotechnologie, nanotechnologie, cognitique, informatique, et donc ça peut aussi expliquer pourquoi ce grand récit, qui est un récit donc pas du tout de science-fiction, hein, qui est un récit basé sur des faits, sur des courbes, des chiffres, etc., peut peut-être finalement donner lieu à une réalisation. Et bon, on va voir que dans tous ces grands récits que l'on va visiter, il y a toujours une anthropologie, voire une cosmologie, c'est-à-dire un rapport, une pensée, des relations entre, par exemple, là, les humains et la machine. Et donc ici, évidemment, c'est toujours cette anthropologie dite compétitive où il s'agit évidemment de mettre en affrontement sur la base d'un grand partage, bien la technique et l'humain, et donc de les faire se jouer une petite guerre dont finalement, dans le grand récit transhumaniste, la machine aura le dessus, sera victorieuse. Voilà. Donc c'est finalement encore plus de technique dans un rapport encore plus de domination, sachant que eh bien, c'est l'homme lui-même qui risque d'être dominé par la machine qu'il a pensée et qu'il a domptée jusqu'à présent. Alors, quand je mets en pendant les deux grands récits transhumanistes et collapsologistes, c'est pas donc le fruit comme ça d'une imagination personnelle, non. En fait, c'est les acteurs eux-mêmes, ceux qui colportent ces récits, en sont aussi les narrateurs, eh bien, vont eux-mêmes désigner, par exemple là, c'est Laurent Alexandre, hein, qui est un grand zélote du récit transhumaniste, et donc qui va pointer dans un éditorial du Point de février 2018, eh bien, comment il y a d'une part le technoprogressisme, la croissance par la technique, par l'innovation, et comment finalement ce récit s'oppose, et cette mise en scène de certaines technologies
s'oppose au récit collapsologiste qui est décroissant, qui explique que finalement les technologies ne sont pas viables à moyen terme. Et voilà, donc cette mise en pendant du discours transhumaniste et du discours collapsologiste est le fruit même des acteurs. En 2018, pourquoi? Parce que c'est le moment où on redécouvre en fait le travail de Servigné, Stevens et Lachapelle, donc, puisque leur ouvrage date de 2015, Comment tout peut s'effondrer, et il connaît un regain d'intérêt à la faveur de la canicule de 2018 et de différentes émissions dans les médias et sur Image également. Et donc là, de nouveau, voilà, quand on regarde un petit peu les courbes de tendance, on voit que voilà, c'est à partir de 2018, l'été 2018, que la collapsologie commence à rentrer dans le champ du débat public, notamment cet espace public médiatique. Alors, quel est-il ce récit de l'effondrement? Quelle est la part de la technique dans ce récit? Ici, j'ai mis en illustration le travail de Anaïs Bloch, qui avait, dans le cadre d'un colloque que j'avais organisé, Écologie mobile, qui avait croqué et pris des notes à la fois en images et en texte du colloque, hein, qu'il avait transcrit à sa façon. Et ici, donc, on voit José Alloy, qui avait été invité, qui nous parlait des technologies zombies, que le numérique faisait partie de ce qu'on appelle les technologies zombies qui finalement n'étaient pas viables, contrairement à ce qui est mis en avant et ce qui nous est raconté dans le récit transhumaniste. Alors, cette collapsologie, moi, je vais la traiter comme un grand récit factuel. On a tendance à vouloir, comme pour le transhumanisme, on a tendance à vouloir traiter ces récits comme des récits proches, des versions proches de ce que pourrait être un roman de science-fiction. Non, ce sont des récits factuels et d'ailleurs, c'est ce qui explique pour la collapsologie, leur grande réceptivité actuellement. Parce que, bon, c'est un récit, il a lui-même donc cette dimension de clôture temporelle avec l'effondrement 2040-2030, hein, donc il a une fin. Donc, on peut le considérer structurellement comme un récit. Mais sa teneur événementielle, son histoire, n'est pas une histoire imaginée, ce n'est pas une histoire factuelle. Pardon, ce n'est pas une histoire fictive, c'est une histoire justement qui repose sur une réalité extérieure. Donc c'est un récit factuel si on reprend la définition de Genette, puisque ce sont des faits, des chiffres, des graphes, des courbes, des cartes, des infographies, des rapports, des articles multidisciplinaires hein, qui ont été articulés dans un récit avec une fin, dans le travail de Servigne, Chapelle et Stevens dans leur ouvrage Comment tout peut s'effondrer. Donc c'est un récit factuel qui se nourrit de données et de différents éléments issus de travaux de chercheurs, hein, que ce soit en climatologie, en océanologie, dans le domaine de l'énergie, en sciences humaines, etc. Et donc là, je vous ai donné quelques exemples. Hein. Ici, c'est le rapport Meadows, mais consolidé aussi par les travaux du GIEC. Ce n'était pas le cas à l'époque, en 1972. C'était plus sur la question de l'énergie. Là, ce sont les différents scénarios, justement, qui vont allier Meadows et GIEC. Là, c'est la problématique des limites planétaires. Ici, c'est le dashboard de l'Anthropocène avec des montées, notamment sur les températures, les montées des eaux, etc. Et c'est un grand récit factuel, donc basé sur une réalité extérieure, avec un grand narrateur, Pablo Servigné notamment, qui va s'incarner voilà, sous différentes facettes, à la fois dans des web-séries, mais aussi on verra dans des ateliers d'écriture collective. Donc c'est un grand narrateur, mais qui peut aussi finalement contribuer à former tout un ensemble de petits narrateurs, on va dire, ou de collectifs de narration. Et ça, c'est ce qui fait aussi l'efficace de la réception du grand récit collapsologiste.
Alors, c'est un récit factuel aussi qui est reçu donc par un nouveau public, celui justement qui est conquis en fait par cette écologie par les chiffres. Et ça, c'est une explication de type sociologique à la réceptivité efficace en fait du grand récit collapsologiste. Et c'est totalement démontré avec justesse par Cyprien Tassé, notre collègue qui travaille depuis quelques années justement sur la sociologie des effondristes. Il a noté que parmi les plus impliqués des membres de ces publics de la collapsologie, ceux qui sont dans des forums électroniques, qui adhèrent à des associations, eh bien, c'est un public qui sociologiquement est constitué plutôt de cadres supérieurs et avec des formations techniques, ingénieurs, informatiques. Et comme le remarque donc Cyprien Tassé, leur culture scolaire et professionnelle est fondée sur la valorisation de l'objectivité et de la connaissance quantifiée aux dépens de prises de position explicitement partisanes. Dès lors, écrit-il, ils ne prêteront pas facilement l'oreille aux pensées écologiques plus explicitement politisées et ancrées dans une conflictualité sociale, mais peuvent par contre être sensibles aux arguments chiffrés et globaux de la collapsologie. Donc c'est un nouveau public qui reçoit ce récit factuel, parce qu'il est factuel justement, et qui est plutôt ce public constitué donc d'ingénieurs, d'informaticiens, qui est un nouveau public de l'écologie politique par les chiffres, enfin, ce que j'appelle l'écologie par les chiffres. Alors, certains ont, parce que finalement c'est un récit qui propose une fin, qui fait écho à tout un genre littéraire qu'on appelle le post-apo, la science-fiction post-apocalyptique. Beaucoup ont voulu voir avec des accointances en fait entre la collapsologie et la science-fiction post-apocalyptique. Alors, il me semble que finalement là, c'est une sorte d'intégration un peu forcée dans ce corpus de la science-fiction, parce que justement, il y a de fait une fin qui est racontée dans la collapsologie, mais c'est un peu voilà, une façon d'intégrer peut-être abusive ce récit factuel parce que ce n'est pas un récit justement de fiction, c'est un autre type de récit. Euh, et bon, en même temps, voilà, ce qui est intéressant dans la comparaison entre la science-fiction post-apocalyptique et le récit collapsologiste, c'est de montrer que, et c'est le travail par exemple de Ariel Kirou et Yannick Rumpala dans leur article de Multitude et Titre tard pour l'effondrement, qui ont montré que finalement la science-fiction avait tout décrit de cet effondrement. La science-fiction était prête, les lecteurs de science-fiction étaient prêts parce que justement dans la science-fiction il y a cette herméneutique de l'effondrement d'une certaine façon, il y a une visibilité comme ils écrivent aux conditions d'organisation de collectifs, une visibilité accordée aux dilemmes moraux qui peuvent résulter de certaines situations. Donc finalement, comme tout récit, il y a des ressources qui sont faites justement pour nourrir nos actions. Et donc, on pourrait se dire, en effet, la science-fiction a tout écrit et le lecteur de science-fiction peut être aguerri finalement à la perspective qui est racontée, basée sur des faits, dans le récit collapsologiste. Mais il me semble que là, c'est peut-être faire rentrer dans la zone du Cador ce récit qui a une particularité qui est sa factualité. Bon, je ne rentre pas ici dans des débats qui vont distinguer une science-fiction plus féministe et masculiniste. Enfin, c'est le cas d'Isabelle Stengers qui a mis en avant justement qu'il y a une science-fiction un peu masculiniste, d'aggravation du présent, qu'elle oppose à une science-fiction féministe qui garde la saveur du présent. Et donc, Katie Stewart, qui a écrit également dans L'effondrement, fait partie de ces autrices de science-fiction. Elle est aussi traductrice d'Octavia Butler. Et bon, en ce moment, il y a une petite polémique justement sur cette tendance viriliste, masculiniste dans la science-fiction, qu'on appelle la zone du Cador, notamment autour des textes d'Alain Damasio. Donc, bon, voilà. De fait, il y a un écho certain entre voilà, la science-fiction et la collapsologie, mais justement,
on a un autre type de récit et ça serait dommage de les indifférencier puisque chacun joue son rôle à sa façon. Alors, ce qui importe ici, c'est justement d'essayer de comprendre l'efficace de la réception du, euh, du récit collapsologiste. Alors, on en a vu que finalement, le public est un public qui est justement conquis par cette écologie par les chiffres. On peut se dire également que lorsqu'on écoute les réappropriations qui s'expriment au sein des réseaux, par exemple, socio-numériques, eh bien, il y a de fait, à partir de ce grand récit, un déploiement, une floraison de micro-récits, de narration de soi, de récits de vie, donc une réappropriation individuelle mise en commun de ce grand récit qui, pour certains, provoque des passages à l'action, des changements de vie, des exodes urbains, par exemple. Et donc, on a, voilà, dans cette collapsosphère, on a un très, très bon corpus, en fait, justement de ce temps de la réception d'un récit et de toutes ces réappropriations qui donnent lieu à autant de micro-narrations, à autant de récits de vie. Et là, j'en donne un exemple avec l'autorisation de son auteur, qui est un jeune ingénieur en informatique, qui lui-même donc a reçu ce récit collapsologiste et finalement en a tiré les conséquences en allant justement s'installer hors de Paris et en changeant de vie. Et voilà ce qu'il raconte dans justement la façon dont il considère le monde à travers les lunettes de ce récit. Salut copains, je ne sais pas si vous connaissez ce moment où notre regard se change en mode systémique. Le plus petit outil du quotidien fait défiler toute la chaîne de production et tout le système qui l'entoure. Et c'est un regard bien difficile. C'est à porter, c'est fatigant. Moi, je connais ça, c'est effectivement épuisant en permanence. Donc là, on pourrait par exemple donner l'exemple de la fameuse touillette en plastique. Et voilà, c'est de voir dans cette touillette en plastique toute la chaîne de production, depuis la matière première, les énergies fossiles et toute la chaîne de recyclage impossible qu'elle suppose et qui donc finalement change complètement une vision du monde qui est donc une vision voilà, à cette échelle individuelle et qui passe à une échelle systémique. Ça, c'est souvent raconté dans voilà, la vision du monde que renouvelle en fait le récit collapsologiste. Alors, ce qui est aussi un des éléments, un des facteurs explicatifs de la réceptivité du grand récit collapsologiste, c'est aussi la façon dont le grand auteur est aussi un auteur de terrain, c'est-à-dire qu'il y a un autre corpus des réceptions de ce récit d'effondrement, qui est celui des ateliers d'écriture qui est animé par Pablo Servigné notamment, et qui assure là finalement la réappropriation individuelle et collective de ce récit et nourrit et alimente et inspire tout un ensemble justement de collectifs de narration et tout un ensemble d'autres micro-récits. Et donc ce grand récit fait beaucoup de petits en fait récits et donc ce grand auteur descend voilà, dans l'arène. Et donc, j'avais assisté à la Biennale des villes en transition à Grenoble en mars 2019 à un atelier d'écriture collective avec des centaines de personnes dans le Palais des Sports qui étaient regroupées, qui avaient, par petits groupes, imaginé et rédigé des récits de l'effondrement et de la vie qui vient. Et certains donc sont aussi disponibles en ligne, comme la série des colonnes Maurice. Et ce qui est intéressant, donc, ce sont des micro-récits déclinés à partir de grands récits de l'effondrement et qui se présentent sous la forme justement d'une ligne de temps. Donc, ce sont différents récits et ils commencent de 2020 à 2040, excusez-moi, j'ai fait une petite faute, à 2090. Alors, le premier s'intitule La guerre des chocs à pics. Alors, c'est 6 mois d'émeutes de la faim et de la panique, très forte surmentalité. La famine déclenche immédiatement quelques émeutes, mais elles sont vite remplacées par des comportements généralisés de viol avec effraction en ville en particulier. La violence est
d'autant plus importante au sein des populations habituées à la junk food à cause du sevrage en sucre. Des groupes s'arment et se concentrent sur les points d'adduction d'eau, forçant le rationnement de la majorité de la population. En ville, les premières victimes sont les plus fragiles. Les personnes âgées isolées au premier chef, mais aussi les toxicomanes, malades chroniques, handicapés. En conséquence, les problèmes sanitaires sont très lourds. Le préfet réquisitionne ce qui lui reste de moyens pour essayer de les juguler. Quelques orgies millénaristes s'organisent, mais passent inaperçues dans le tumulte quotidien. Leurs participants organisent eux-mêmes la disparition de leur corps. Ensuite, ça se termine par toute cette série se termine en 2090 par cet épilogue avec une petite private joke. Je ne sais pas si vous allez la cerner. Dans un cerne repris par une végétation alpine post-collapse, beaucoup de croyants et personne pour envoyer quelques messages que ce soit. Et après d'invraisemblables recherches archéologiques post-collapse, une trouvaille, une photo de Pablo Servigne plastifiée. Et ce message, gravé au laser dans une tablette de cèdre par Geoffrey Dorn. C'était nous, c'était un hoax bienveillant, c'était une façon de vous laisser un petit peu d'espoir dans le futur. À celles et ceux qui ont pris la route, vous avez désappris la tentation de l'État. À celles et ceux qui ont choisi de croire en ce message, vous allez avoir besoin d'un nouveau courage et de nouvelles solidarités. Voilà, donc on peut les lire, ça s'appelle les Colin Morris. Alors ici, ce qui est intéressant, quand je dis qu'il faut faire atterrir ces grands récits, là, voilà, dans le Palais des Sports, avec finalement ces agencements collectifs de narration qui se sont créés, on a un bon exemple de ce que différentes autrices telles Donna Haraway, Anna Tsing, finalement essayent de favoriser, hein, c'est-à-dire d'utiliser la SF, non pas, de s'intéresser à la SF non pas comme un genre, mais plutôt comme une méthode, hein, ce que Haraway appelle la speculative fabulation, la fabulation spéculative, qui est une méthode, hein, un outil plus qu'une fin en soi et une forme en tant que telle. Et pourquoi faire? Pour créer justement ce qu'elle appelle des parents, hein, le making king, de créer une relation, une biosocialité, hein, entre les vivants. Et dans un moment, justement, et c'est là où le travail, la réflexion d'Haraway qui va être traduite en français, puisque son dernier livre qui date de 2000 va apparaître en français en Vivre avec le trouble en mi-juin, avec l'idée, voilà, de vivre avec cet outil de la fabulation spéculative, comme voilà, de vivre dans ce trouble et de faire lien, ce lien de biosocialité, hein, comme elle l'espèce, ce lien de compagnonnage aussi entre humains et non humains, dans un moment justement qui est trouble, voilà, dont on ne sait pas bien ce qu'il peut advenir, hein. Et donc de rester dans le trouble, hein, rester dans le trouble et d'utiliser, voilà, cet outil, cette méthode de la narration, de la fabulation. Comme elle dit, voilà, un peu au bord de l'irréversible, se raconter des histoires, hein, pour faire lien et pour se donner du courage, pour se faire peur aussi, voilà. Et donc dans ces ateliers d'écriture collective, il y a un peu cette idée, voilà, de récit qui est une méthodologie créatrice de liens pour finalement survivre dans ce moment trouble. Et donc cette voie, la fabulation spéculative, je me mélange entre l'anglais et le français, de la fabulation spéculative comme méthode, c'est une méthode pour survivre à la vulnérabilité donc du terrestre, pour ne plus du tout en glorifier la conquête, hein, comme dans le récit transhumaniste. Et ça nous introduit donc à un possible versant narrativiste en fait de la mobilisation autour d'un problème public, une mobilisation qu'on peut définir dans la version de John Dewey comme une enquête collective. Donc c'est l'idée de mener une enquête collective par le biais
de cette méthode de la fabulation spéculative, avec cette idée voilà, que de ce moment de vulnérabilité réciproque entre humains et non-humains, elle se raconte, elle s'écrit, elle se lit, et elle soulève des cœurs, des esprits ouverts à toutes ces expérimentations de l'habité temporaire et réversible voilà, qui advient. Alors, pour terminer, en reprenant justement un petit peu ce fil de la question technique hein, dans ces récits, que peut la voix des makers dans la stratégie de la redirection écologique sur justement à travers justement cette méthode narrative de l'enquête et de l'expérimentation. Et donc là, je vais parler du terrain de la captologie citoyenne, voilà, qui est un terrain de recherche-création mené dans un cadre associatif. Alors d'abord, la question justement du numérique dans ce récit du trouble, de l'effondrement. Voilà, on sait que le numérique est un secteur qui aujourd'hui augmente son impact environnemental et son coût énergétique, notamment par rapport à ce que j'appelle une médiamorphose d'Internet, c'est-à-dire de transformer Internet en grosse télé, avec Netflix, etc. Le confinement a été un bon observatoire hein, de ces pratiques audiovisuelles d'un réseau qui était à la base un réseau de communication. Pour ce qui concerne le smartphone, qui est finalement voilà, le terminal numérique le plus répandu dans le monde, bah, il y a un problème qui est justement cet extractivisme minier et la question de l'impossible recyclage de tous les matériaux qui le composent, puisque quasiment aucun des matériaux qui va composer un smartphone n'est recyclable. Et en revanche, il demande de l'extraction minière, qui est un problème surtout de type à la fois en termes de ressources, hein, évidemment écologiques, mais également un problème en termes d'extractivisme de l'humain lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'Amnesty International qui s'intitule « Voilà pourquoi on meurt », c'est-à-dire que ce sont des enfants qui travaillent à la mine pour extraire les différents minerais qui vont composer les smartphones. Donc on est là vraiment dans une forme de colonialisme numérique où il s'agit voilà, non pas d'extraire simplement des minerais, et donc souvent ici on pleure hein, cet extractivisme, mais non, ce sont des enfants qui sont extraits de leur famille, de l'école, pour justement aller fouiller la terre et extraire du cobalt et autres minerais. Et c'est là où justement Yves citant Anna Tsing, hein, rappelle que l'Anthropocène, c'est avant tout hein, ce qu'elle appelle un plantatocénocène, c'est-à-dire finalement ce modèle de la plantation esclavagiste, puisque là on a affaire à un nouvel esclavage, hein, et où finalement il s'agit de s'exercer à une monoculture qui va détruire des écosystèmes complexes et dans lequel les humains et les êtres vivants sont réduits à l'état de ressources à exploiter selon justement cette logique extractiviste. Donc d'un extractivisme à l'autre, le numérique pose à la fois des problèmes en termes environnementaux, mais plus globalement en termes écologiques, c'est-à-dire justement de relations aux vivants et entre les vivants et des milieux. Alors, il y a des voies hein, pour essayer justement de faire en sorte que ce numérique puisse être repensé dans cette prise en compte justement dans cette perspective hein, de l'effondrement ou de la non-viabilité de cette civilisation thermo-industrielle. Et donc, il y a évidemment tout ce qui se fait en matière de recyclage via, par exemple, le Fab Lab qui est installé à Accra. C'est le travail de Yasmine Abbas et d'Eket Traoré qui vont donc essayer de créer à partir des éléments qui sont
qui sont sur place, de créer un Fab Lab de recyclage et de recréation, donc de réusage. C'est aussi les jerrycans qui recomposent des ordinateurs dans les, dans des jerrycans, hein, pour justement faire en sorte que tous ces composants soient réutilisés. C'est aussi tout ce qu'on peut observer dans les cultures de la réparation, donc dont Nicolas Nova a aussi parlé. Donc, on pourrait parler aussi de redignification des objets à la façon de Diego Landivar. Hein. Donc, c'est tout ce qui est repair café, magasin de réparation. Donc, essayer de réutiliser au maximum tous les composants qui sont déjà là, donc de composter en quelque sorte l'électronique et ses déchets. Ça donne lieu à ce que j'appelle justement un numérique dépareillé, c'est-à-dire où il y a différents éléments qui sont recombinés et qui permettent non pas voilà, de jeter une boîte noire, mais de l'ouvrir et de recomposer à l'infini, tant qu'on peut, de différents objets. Et c'est ce qu'on essaye justement de développer dans l'association. Donc là, je vais terminer par ce que j'appelle donc le fait de pouvoir produire un récit à sa mesure dans des data stories qui mettent en avant là d'autres modes, d'autres matériaux d'expression et pour écrire un récit. Donc, ce n'est pas forcément avec des mots, par exemple, ou avec des courbes, ou avec des chiffres. Mais là, ça va être peut-être avec, par exemple, des données numériques, des mesures, des concentrations qui vont être appropriées dans justement des narrations qui sont donc produites par des utilisateurs. Donc il y a l'idée dans le projet de Labo Citoyen, les différents projets que nous avons développés, il y a l'idée de se positionner un petit peu justement en contrefait du grand récit, notamment transhumanisme, du tout connecté, et qui développe des usages extrêmement privatifs en fait de ce tout connecté, hein, c'est vraiment le soi quantifié, donc c'est l'idée de retourner ces capteurs vers l'environnement au profit de l'intérêt général pour produire des communs numériques, donc ce qu'on peut appeler un nous quantifiant, et donc retourner vers l'environnement, c'est notamment contribuer à produire de la connaissance et des savoirs situés là où on habite, là où on respire, là où on consomme de l'énergie, autour justement de certains éléments qui vont être la qualité de l'air ou la consommation d'électricité. Donc c'est l'idée hein, dans la captologie citoyenne de produire des outils de captation et de devenir l'interprète de ses propres données, donc de développer des récits à sa mesure, avec ses mesures, avec des mesures situées dans des dispositifs techniques qui sont justement ce numérique dépareillé où l'on essaye toujours d'abord en toute transparence d'associer des éléments qui peuvent être recombinés pour d'autres usages, pour d'autres captations dans le cadre d'autres initiatives. Donc, ça a donné lieu à Citoyen Capteur qui était plus lié au dioxyde d'azote, hein, de capteurs de dioxyde d'azote, qui sont la signature de la pollution par trafic urbain, par combustion, par combustion du carburant dans les moteurs des voitures. Citizen Watt, qui était un projet de captation de la consommation d'électricité dans les foyers, et Air Citizen qui s'attache donc à mesurer là les particules. Donc les particules, c'est intéressant aussi parce que ce n'est pas qu'une signature du trafic urbain. Il y a de la particule en zone rurale également liée aux épandages, etc., agricoles. Et donc voilà, donc ce sont différents projets passés ou en cours où il s'agit justement hein, de faire en sorte hein, qu'on puisse user sobrement du numérique avec ce numérique dépareillé, recombinable et produit fabriqué par soi-même pour ses propres besoins, que ça se fasse justement dans des espaces collectifs issus de la société civile, Fab Lab, tiers-lieux, et sous des formes de propriété collective, donc commun numérique, logiciel libre, tant au plan du hardware que des logiciels qui font tourner les microcapteurs et également autour des données. Alors ici, on retrouve ce parti pris pragmatique, c'est-à-dire être attentif au travail de la production de sens qui est accompli par les usagers des objets techniques, hein,
et donc notamment de s'intéresser à toutes les formes d'appropriabilité sociale des mesures de pollution et de les favoriser sous toutes ces formes. Donc, c'est une diversité que j'appelle sémiotique, c'est-à-dire d'être attentif à la façon dont on peut justement faire en sorte que les données soient à la fois produites par les utilisateurs, soit des mesures situées, mais également correspondent dans leurs interprétations à voilà, des langages, des jeux de langage qui leur soient compréhensibles et dont ils puissent être les auteurs. Alors, ça a donné lieu, par exemple, à cette problématique de la small data conversationnelle, c'est l'idée de faire parler ces watts, expression watt, plutôt que d'être parlé par le big data. Hein. Donc, c'est finalement, là, on avait un scénario technique que j'appelle le fog, c'est-à-dire les données ne sortaient pas du foyer. Donc, pour finalement rendre compte de ces usages, il fallait en passer par toute une expressivité, une mise en récit hein, de ces données. Alors là, ça a donné lieu voilà, à des photos commentées ou alors des tweets où l'on expliquait comment un bœuf bourguignon sur une coupe une plaque à induction donnait lieu à un pattern assez régulier. Ça a pu aussi consister à matérialiser des concentrations de particules sous la forme d'empilement de jetons. Donc, c'est reprendre un petit peu aussi cette méthode de la data stories, mais qui va donc en passer par des rephysicalisations des données, la donnée tangible. Alors là, c'était donc à Caen, hein, au Turfu, un festival du Fab Lab de Caen-le-Dôme, avec des balades préalables et ensuite des narrations qui vont justement se faire par l'intermédiaire de ces jetons. Bon, je sais que les particules ne sont pas carrées, mais bon, voilà, avec différents diamètres, c'est les PM de 10, les PM de 5 et les PM de 1 qui sont ainsi combinés et empilés. Ensuite, dans le cadre de la résidence, on a monté une captothèque, donc une bibliothèque de tous les savoir-faire autour de la captologie citoyenne. Et il s'agissait là, par exemple, de mener des ateliers donc avec des artistes, des designers comme Samuel Huron ou Philippe Villas-Boas autour justement de réappropriation sous toute forme en fait hein, des mesures. Hein. Et donc là, il s'agissait notamment, on a utilisé avec le Doudok qui a été conçu par Pauline Gourlet, qui est une designeuse, donc, qui intervient dans le Sciences du Design 11, qu'on a aussi coordonné. Eh bien, avec ce Doudok, il est possible de créer des petits films d'animation. Et donc, voilà, les plus jeunes, là, on peut créer, dans ce cadre d'atelier, il y a de la data dans l'air, c'est intitulé voilà, des petites histoires autour de ces mesures, avec de la pâte à modeler, là encore des jetons, voilà. Bon, c'est l'idée, voilà, de data democratization, c'est vraiment l'idée, voilà, de favoriser une diversité sémiotique pour faire en sorte que ces données de pollution en matière de qualité de l'air donc soient finalement appropriables en tous sens, en toute forme, par toutes sortes d'auteurs en fait. Et c'est ça qui est important, des plus jeunes aux plus âgés. Et donc, c'est une façon, dans le cadre de ce numérique dépareillé, recombinable et pensant justement au réusage et non pas comme un zombie qu'il est aussi en partie, voilà, de penser finalement que l'on peut raconter une histoire à partir de ces données qui sont en partie issues d'objets numériques et que ça peut voilà, amener à prendre en compte et à mieux connaître son environnement, l'air que l'on respire, l'électricité que l'on consomme, en vue justement d'aménager de la sobriété à la fois dans la consommation électrique, dans l'usage même du numérique et de réduire d'une part l'exposition à la pollution et bien sûr réduire les émissions de polluants. Voilà, donc c'est cette stratégie narrative dans sa diversité sémiotique, outillée aussi par un numérique
que l'on conçoit comme ouvert à tous les réusages, peut être voilà, un élément de cette stratégie de la redirection écologique dont je vous ai présenté un petit peu voilà, les deux grands récits qu'il s'agit voilà, de connaître, de contrefaire ou alors aussi de faire atterrir dans justement cette multitude de récits, de ressources, de formats, de matières de l'expression. Voilà, ça c'est un petit peu l'image hein, que je me fais de ce numérique dépareillé et réouvert à tous les usages hein, de réappropriation multiple. Et donc c'était la fiche du colloque écologie mobile et il avait été donc inspiré par les photographies de l'artiste Béa Friedenmern que voilà, je voulais aussi citer. Voilà, je vous remercie. Ben, je suis ouverte à toutes vos questions. Voilà, ce sont des hypothèses hein, sur la dernière partie que j'aimerais bien discuter avec vous si elles vous inspirent. Et un grand merci donc aux organisateurs de ce fabuleux séminaire. Merci beaucoup à vous.